Commandant, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, merci, on entend maintenant. D'accord. Bonjour à tous, chers participants. Bienvenue à tout un chacun à ce second numéro, que dis-je, à ce nouveau numéro du webinaire organisé par du Communique Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui découvrent pour la première fois l'initiative, je me présente. Je me nomme Boris Anissé Zonou. Je suis le chargé de communication de du Communique Afrique. L'honneur me fait encore cette fois-ci d'être le modérateur de cette discussion en ligne. Chers participants, du Communique Afrique, s'il faut présenter la structure, est une organisation de jeunesse gouvernée et dirigée par des jeunes. Elle a vu le jour en septembre 2012 et sa mission principale est de promouvoir l'éducation aux médias et à l'information en milieu jeune. Notre cible, ce sont les jeunes, des adolescents et des enfants âgés de 12 à 35 ans, des villes et des campagnes. À travers l'éducation aux médias, donc, du Communique Afrique intervient dans divers domaines tels que la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, la promotion de la paix, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la lutte contre la désinformation. Chers participants en ligne, comme activité, du Communique Afrique mène des formations. Entendez par la formation des jeunes et formation de formateurs, on appelle ça MEFOUL. Du Communique Afrique également mène des activités de conférences, des activités de sensibilisation, des cours en ligne et des campagnes digitales. C'est d'ailleurs dans le cadre d'une campagne digitale que c'est cette discussion en ligne. Elle-même qui entre dans le cadre du projet Engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation à travers l'éducation aux médias et à l'information. Très chers participants, sympathisants de du Communique Afrique, chers participants, chers internautes, le webinaire qui nous réunit ce matin va traiter d'un thème à la fois d'actualité et d'importance majeure. Il s'agit de la collaboration entre forces de défense et de sécurité et population dans la crise que nous connaissons depuis 2016 au Burkina Faso. Plusieurs axes seront discutés dans ce webinaire, chers participants. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par collaboration entre FDS et population? Qu'est-ce qui peut entraver cette collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations? Quelle sorte de collaboration peut et doit exister entre les FDS et les populations? Et comment établir ou renouer ou encore renforcer la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population? C'est un secret de polichinelle, c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup. Mesdames et messieurs, chers participants, notre présent webinaire sera animé par Monsieur Guy Herveillé. Monsieur Guy Herveillé est commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Kourougou, mais avant ça, il a été pendant plus d'une décennie chargé de communication de la gendarmerie nationale au Burkina Faso. Bonjour, mon commandant. Bonjour, monsieur Zonou. Nous sommes comblés de joie et anéantis de plaisir de vous avoir ce matin. Merci d'avoir accepté le rendez-vous en dépit de votre calendrier que je sais vraiment hyper chargé. Chers participants, physiques comme présentiels, le principe, vous le connaissez. Après mon mot d'introduction, nous allons donner la parole au conférencier qui va nous entretenir sur la thématique d'aujourd'hui pendant maximum 1h45 minutes. Après cette étape, vous aurez la parole, vous participants en ligne et ceux qui seront là ici en présentiel, pour poser vos questions, réagir sur ce qui a été dit par notre panéliste aujourd'hui. Donc, vous avez deux façons de poser vos questions, soit directement en vidéo, donc là, il suffit simplement de lever la main, demander la parole, ou bien simplement, si vous le voulez, vous exprimer le besoin en inbox, en message, dans le chat, et moi, je ferai l'honneur d'être le porte-parole, poser effectivement la question au panéliste. Ou bien tout simplement, si tout ça c'est compliqué, vous mettez simplement votre question en commentaire et on vous fera transmettre ça au conférencier. Mesdames et messieurs, après cette étape, je pense qu'on va juste faire une petite conclusion et on va mettre notre séance d'aujourd'hui d'1h30. Chers participants, commandant, le temps nous est un peu pris, on ne va pas trop rentrer dans le protocole. Chers participants, je vous laisse entre de bonnes mains. Mon commandant, je reviens tout à l'heure. Vous avez la parole, avec votre permission, commandant Yen.
Merci bien pour la parole. Je voudrais d'abord, bien sûr, remercier EducAfrique et M. Zonou pour m'avoir associé à ce webinaire. C'est un honneur de m'associer à ce panel et c'est un plaisir aussi d'être avec vous ce matin. Donc, l'idée, c'est d'échanger avec vous sur la question de la collaboration dans le contexte dans lequel on est. Ce qui est, bien sûr, dans cette période charnière de notre pays est essentiel parce que, on le verra, nous sommes dans un contexte où les forces de sécurité à elles seules, les forces de défense à elles seules ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Nous avons besoin d'être ensemble et on essaiera ensemble d'aborder cela. Et donc, j'espère que au-delà du panel, on pourra avoir des échanges assez constructifs et qui permettront à chacun de repartir avec un minimum pas de connaissances, mais de pistes de réflexion et d'éléments peut-être à intégrer dans sa vie de tous les jours. Donc, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que, bon, comme vous le savez, notre pays, le Burkina Faso, connaît depuis quelques années des attaques terroristes d'une grande ampleur. Ces dernières se caractérisent par des attaques contre nos forces, généralement contre les bases des forces de sécurité, aux casernes, mais aussi depuis quelque temps, quand même, directement dirigées vers les populations burkinabèses. La conséquence, c'est que nous avons un lourd bilan, nous avons plus de 500 militaires, gendarmes et policiers qui sont tombés et des milliers, plus de 2 millions de déplacés internes au sein des populations. Nous avons même, selon le dernier rapport fourni par le gouvernement à la CEDEAO, en gros 50% du territoire qui est occupé par donc les groupes armés. Donc, il y a nécessairement à ce stade-là donc un changement de paradigme, un changement de façon de faire pour pouvoir mieux appréhender la situation. Qu'est-ce qu'il faut dire pour particulariser ce qui se passe au Burkina Faso? Parce que il y a des choses qui se disent. On a tendance à penser souvent que les forces de sécurité ne sont pas peut-être à la hauteur des événements, des enjeux. Mais il faut préciser quelque chose par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Donc, les armées sont en général préparées pour s'opposer à un ennemi qui progresse sur des lignes. Donc, un État contre un autre État ou bien une partie contre une autre partie. Donc, c'est comme ça que les armées sont entraînées pour combattre. Alors que dans le cas du Burkina Faso, nous avons un problème où des groupes armés au sein des populations font des attaques ciblées contre les groupes, contre des parties des éléments, certaines populations, certains villages, mais aussi attaquent certaines de nos bases, de nos détachements où nous font des embuscades. C'est une particularité parce que malheureusement, nous avons des populations, des gens qui sont des populations qui, a priori, n'ont pas de problème, mais dès qu'ils ont la possibilité, renseignent l'ennemi partout où il est, ou bien aident l'ennemi à poser soit des engins explosifs, soit à garder son armée. Vous avez des terroristes qui vont combattre nos positions et qui reviennent se mettre au sein des populations, sans qu'il y ait forcément un effort de dénonciation. Au contraire, même souvent, il y a une collaboration. On a vu des cas au Burkina Faso où des femmes même déposent des IED pour des engins explosifs improvisés pour les terroristes. C'est pour vous dire à quel point c'est assez la situation est assez particulière au Burkina Faso. Ça fait que nos forces qui sont en général préparées pour affronter un ennemi qui est connu, un ennemi qui se déclare, ont des difficultés majeures pour s'opposer à quelqu'un qui est au sein des populations, quelqu'un qui même peut être soutenu par les populations. Et quand vous voyez le recrutement aujourd'hui des groupes armés, on se rend compte qu'on a des difficultés, on a un problème d'identité quand on voit que de nombreux Burkinabés s'enrôlent dans les rangs des groupes terroristes. Parce que on a beau dire que c'est des groupes armés non identifiés, mais aujourd'hui, on sait très bien que la majorité des terroristes, la majorité de ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés. Des Burkinabés qui prennent les armes pour des raisons données, pas forcément objectives, mais qui prennent les armes contre leur État.
contre leur armée, contre leur gendarmerie, contre leur police. On a posé un problème. Donc, dans ce contexte, il faut que nous tombions dans nous réajustons ou bien nous revenions sur les fondamentaux de sécurité. Quand on dit fondamentaux de sécurité, je vais parler dans cette partie de ce qui se passe en général dans un État habitué à un certain nombre de phénomènes criminels ou délictueux. Le Burkina Faso n'a pas connu une période où nous sommes comme dans d'autres pays développés où nous avons connu une criminalité galopante du fait de l'accroissement des richesses, la hausse, la multiplication d'une société de consommation, etc., etc. Si bien que à l'avènement du terrorisme au Burkina Faso, on pouvait être dans une situation où l'année, on pouvait constater 2 ou 3 crimes de sang dans une ville. Même pas. Dans des villes comme Bobo et consorts, on pouvait faire une année entière sans qu'il y ait un crime de sang. À Ouagadougou, ça avait commencé avec certains braquages, etc. Donc, on est dans un contexte où on est passé du stade 0 crime de sang, 0 crime d'ampleur à des tueries de masse, notamment des attaques terroristes. Ça fait que les Burkinabés ne sont pas forcément préparés à appréhender le terrorisme. Préparés parce que dans d'autres pays qui ont eu à connaître donc cette hausse de la criminalité, les gens ont appris à se défendre plus ou moins, à développer des réflexes de sécurité. Les gens ont appris à, par exemple, avoir doubler des portes, doubler des serrures, avoir un gardien, avoir des alarmes, avoir le réflexe de regarder qu'est-ce qui se passe autour de soi pour se dire que s'il y a quelque chose de suspect, ça peut poser un problème sur ma sécurité domestique, ma sécurité de mes enfants. Donc, on est passé dans une période où on n'a pas eu cet aspect, comme d'autres pays l'ont eu, par cause de leur histoire. Et on a eu une situation où il faut rapidement apprendre aux populations à se protéger, apprendre les populations à avoir des réflexes de sécurité. Il y a beaucoup de Burkinabés qui rentrent chez eux jusqu'à présent, qui laissent leur moto dans leur cour et qui rentrent dormir sans même fermer la porte. C'est bien que, alors que dans des pays, c'est inimaginable parce que c'est ne pas penser au fait qu'on peut être cambriolé un jour. Donc, il y a toujours des gens au Burkina Faso qui n'appréhendent pas. Donc, nous sommes malheureusement tombés dans un contexte au Burkina Faso aujourd'hui où rapidement nous devons nous adapter à la menace. La menace qui est assez pernicieuse, la menace qui est assez, je dirais pas dangereuse, mais elle a la capacité malheureusement à déstabiliser l'ensemble du pays si on ne n'y prend garde. Donc, nécessairement, cela nous a amené à définir un nouveau contrat social sécurité. Un contrat de sécurité entre les populations, toutes les populations et leurs forces de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un ratio agent de sécurité population. Il est de l'ordre de 401 agent de sécurité pour 400 personnes. Donc, on estime, c'est les standards internationaux qui estiment que si on a un agent de sécurité pour 400 personnes, ça suffit pour à peu près assurer la sécurité. Bien, ça tient compte de la démographie, etc., et de la densité de la population. Donc, dans le cas du Burkina Faso, nous sommes dans il y a quelques années déjà à un agent de sécurité pour 758 personnes. Ce qui veut dire que le ratio était pas loin d'être atteint. Aujourd'hui, et ça c'était compilé c'est quand on compile les forces de police et les forces de gendarmerie. Aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, vous savez très bien que nous avons toutes les forces de sécurité, police, gendarmerie, mais vous avez aussi les forces de défense, c'est-à-dire l'armée, les forces armées nationales sont, elles, entièrement entrées dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui fait que facilement, on a dépassé le ratio, on a atteint le ratio 1 pour 400 parce qu'on a assez de personnel qui sont dédiés à la tâche de sécurité. Mais vous voyez que malgré ces standards atteints, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir assurer la sécurité de tout le monde. Parce que on ne pourra jamais mettre un agent de sécurité derrière chaque maison. Ce qu'il faudrait pour sécuriser tout le monde, à un moment donné, c'est mettre 1 million d'agents de sécurité derrière la maison de tout le monde, mais devant la maison de tout le monde, ce qui n'est pas possible. Les pays qui ont réussi à le faire, les pays où il y a la criminalité, la criminalité est complètement réduite, sont des pays où il y a un contrat social, un contrat où tout le monde estime que je suis un maillon de la chaîne de sécurité. Si je participe à ma sécurité, je peux avoir la chance d'être en sécurité moi-même. Par contre, si je ne joue pas mon rôle, je ne peux pas en vouloir à l'agent de sécurité. Et la sécurité doit être vue comme une chaîne où, lorsqu'un maillon est retiré, elle ne peut pas tourner. Il n'y a même pas de
possibilité même de connexion. Et c'est ce qui se passe donc en principe, ce qui se passe dans le cas de la sécurité. L'alerte devra toujours être donnée à temps. Et c'est parce qu'une alerte est donnée à temps que quelqu'un peut venir vous secourir. L'alerte ne consiste pas uniquement à venir vous secourir, à alerter les forces de sécurité pour venir vous secourir, mais aussi à donner des informations aux forces de sécurité pour qu'elles puissent éventuellement prendre des dispositions par rapport à la sécurisation de l'ensemble des populations. Donc, de nombreuses populations civiles estiment malheureusement que la lutte contre la radicalisation, le terrorisme, l'extrémisme violent est essentiellement sécuritaire et exclusivement du ressort des forces de défense de sécurité. Cela a pour résultat de plomber la participation effective de toutes les couches de la société. Et cela aussi accentué au Burkina Faso par la victimologie en fait du terrorisme. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ceux qui meurent du terrorisme sont soit des gendarmes, soit des militaires, soit des policiers, soit des expatriés parce qu'ils auraient fréquenté tel ou tel lieu de loisirs. Ça fait que beaucoup de Burkinabés ne se sentent pas touchés, concernés par le terrorisme. Quand vous êtes dans un grand marché actuellement au Burkina Faso, allez-y à Rodoko par exemple, mettez-vous dans tous les marchés du Burkina Faso, vous verrez que les gens qui sont au marché, sauf dans certaines zones qui sont assez justement touchées par le phénomène, les gens ne se sentent pas concernés par le terrorisme. Ils estiment que cela est loin d'eux. Et ça fait que, bien évidemment, cela joue sur la collaboration avec les forces de sécurité. Donc, alors que cette collaboration doit pouvoir permettre de détecter des individus qui se radicalisent et qui basculent vers l'extrémisme dans tous les milieux. Ces individus se retrouvent malheureusement souvent dans les entourages et nous sommes les seuls, chacun à nos niveaux, à pouvoir l'observer. Quand vous prenez par exemple une explosion comme l'Arlé, il y a quelques années, dans le quartier de l'Arlé, l'explosion a eu lieu dans une cour, dans un célibataire, comme on dit. Quelqu'un qui a entrepris des explosifs chez lui, même si c'était à des fins d'orpaillage, mais personne n'a été assez vigilant pour se dire que mon voisin a une activité qui peut me compromettre, qui peut me créer des problèmes, qui peut causer un problème à ma sécurité, à la sécurité de mes enfants. Un policier, un gendarme qui serait dans la cour aurait pu le voir. Vous êtes pour venir vous sauver. Mais on ne peut pas avoir cette possibilité partout. C'est pas possible. Mais si, par exemple, dans la cour, des gens étaient vigilants sur le comportement de leurs voisins, de chacun des voisins, on aurait pu éviter cette situation. Dans le cas de l'Arlé, je peux dire bien heureusement, on n'a pas eu beaucoup de victimes parce que l'explosion s'est passée l'après-midi. Beaucoup de gens étaient sortis pour le travail, les enfants étaient à l'école. Donc, ça fait malheureusement un décès, une personne âgée. Mais ça aurait été plus compliqué si, par exemple, ça s'était passé un peu plus tard. Donc, voilà un peu. Et ça doit amener donc chacun à faire attention. Quand je vais à l'église, quand je vais dans une mosquée, si un prêche est pernicieux, je dois le relever. Je dois me sentir concerné par ce qui se dit, par les messages qui sont véhiculés. À la radio, c'est pareil. Dans tous les médias. Chacun doit se sentir concerné et se dire que j'ai un rôle à jouer, un rôle de dénonciation, un rôle de lanceur d'alerte, un rôle qui doit m'amener à bloquer toute situation dans laquelle je serais, une situation dans laquelle je serais pas cité forcément, mais où je me retrouverais et qui permettrait peut-être de trouver un début d'indication par rapport à une situation. Quand je prends par exemple l'exemple de l'attentat de Bruxelles, il y a quelques années déjà, il a fallu que le chauffeur du taxi ait été attentif sur les passagers qu'il a emportés avec lui pour permettre aux enquêteurs de retrouver le domicile d'où sont partis ces terroristes. Et cela a permis bien évidemment d'avancer seulement sur l'enquête et de déceler des préparations d'attentats futurs. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est que généralement, les gens ont l'impression que quand on alerte les forces de sécurité, on le fait pour aider les forces de sécurité. Donc, je vous ai appelé, j'ai appelé les numéros verts pour vous aider à faire votre travail. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. J'appelle la sécurité, j'appelle la gendarmerie, j'appelle la police parce que je constate un problème de sécurité. J'ai une suspicion par un problème de sécurité. Je veux qu'elle vienne vérifier. Tant qu'elle n'a pas vérifié, je ne suis pas tranquille. Tant qu'elle n'a pas vérifié, je n'ai pas réglé un problème de sécurité autour de vous. Ça ne fonctionne pas pour dire on veut vous aider à travailler. Non. On n'aide pas les forces de sécurité à travailler.
on joue son rôle dans sa sécurité. Et ce rôle doit être actif. Ce rôle ne se contente pas de subir des événements et de se dire, bon, les forces de sécurité vont voir ça, ils vont voir tel événement. Elles peuvent ne pas voir, on peut les alerter. Mais même si elles peuvent ne pas avoir le temps, tout simplement. Quand vous voyez avoir du coup, souvent, les alertes font que les forces de sécurité sont souvent sur plusieurs fronts en même temps, si bien qu'il n'y a pas forcément des forces de réserve disponibles pour intervenir à un moment donné. Et ça, c'est un autre problème. Donc, un effet de dénonciation et surtout d'alerte auprès des unités doit se développer au sein de tout le monde. Et ça ne doit pas, parce qu'on ne doit pas se laisser influencer par le fait qu'un jour, j'ai appelé les forces de sécurité pour les alerter et la personne qui est au fou du fil n'a pas été gentille, n'a pas été courtoise avec moi, la personne m'a laissé attendre, la personne n'a pas envoyé des gens pour vérifier. Non. Même si vous appelez les gendarmes et les policiers et qui ne viennent pas, vous devez vous déplacer vous devez aller jusqu'à vous déplacer pour vous dire que tant que le problème de sécurité, votre suspicion par rapport à la sécurité que vous avez constatée n'a pas été vérifiée, vous ne pouvez pas rester tranquille. Je collabore pour ma sécurité et non pour aider les forces de l'ordre. C'est ce qui doit être fait. Et donc, c'est un challenge et on doit faire prendre conscience à toutes les populations de cet aspect-là. Tout le monde doit se dire, voilà ce que je dois faire, c'est pour ma sécurité. Un véhicule que je croise, un véhicule qui est garé devant chez moi, devant chez mon voisin depuis 2 jours, je ne l'ai jamais vu. Ça doit être suspect. Je demande au voisin c'est son véhicule. Je demande au voisin est-ce qu'il connaît la période du véhicule. Ça doit nous passer par l'esprit et on doit le faire. Vous croisez quelqu'un dans le couloir du bureau, vous ne l'avez jamais vu. Il vient voir qui? Cherchez à savoir qui vient voir. Relier la personne à quelqu'un. Un sac qui est débrouillé quelque part, c'est pour qui le sac? Vous devez chercher à savoir. On ne doit pas laisser les choses telles qu'elles sont. Et ça doit être dans l'esprit de tout le monde. On doit pouvoir être à chacun dans cet état d'esprit-là pour permettre justement d'éviter que ces genres de situations puissent nous compromettre notre sécurité et celle de nos enfants. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la collaboration et donc la nécessité de collaborer chacun l'un avec l'autre et vous dire tout simplement, et dire aussi que la chose la plus importante dans le contexte actuel, c'est que on n'y arrivera jamais seul, les forces de sécurité ne pourront jamais arriver seuls à bouter le terrorisme. Nous n'aurons jamais assez d'effectifs pour le faire. Mais la grande partition est à jouer par les populations. Non seulement pour empêcher que des choses suspectes puissent dégénérer, mais aussi faire bloc face au recrutement des terroristes. Aujourd'hui, les terroristes se recrutent toujours au sein des populations burkinabées. Malgré le fait que beaucoup de Burkinabés sont morts pour avoir pris les armes contre leur État. Mais ça n'a pas forcément joué sur le recrutement, parce que les recruteurs font usage de subterfuges pour faire attirer les gens, notamment pour de l'argent, jouent sur des fragilités de certaines personnes, et il faudrait que chacun soit conscient de ça et œuvre de façon à ce que ces situations-là ne puissent pas porter un coup sur la lutte et nous mettre dans une situation difficile. Voilà un peu ce que je voulais dire rapidement. Bon, je pense que nous pourrons, dans les échanges, revenir sur des aspects qui vous tiennent à cœur ou bien sur lesquels nous pourrons échanger. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas monopoliser la parole et répondre à vos questions éventuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon commandant. Je pense que c'est bien noté. Vous êtes dans le temps. Et je rappelle que le commandant Yé est actuellement à Koulougou. Donc, l'échange se fait effectivement par la magie de l'Internet. Je pense que les gens ont commencé à déjà poser des questions. J'ai reçu quelques-uns en inbox. Mais je rappelle que c'est mieux de poser les questions directement dans le chat, dans le forum ici. Ça va être plus simple pour ne pas que peut-être que votre question pourrait aussi être la question que vous pouvez répondre. Ça va nous permettre aussi de gagner en temps. Donc, c'est mieux de ne pas m'écrire en inbox. Il faut forcément le mettre dans le chat ici, dans la discussion. Je rappelle que ceux aussi qui veulent échanger directement avec le commandant Yé, vous avez aussi la possibilité. Vous devez simplement lever la main, on vous donne la parole, vous parlez directement avec lui. Donc, nous sommes
sans transition dans la partie où on peut poser les questions. Ceux qui ont des observations, des inquiétudes, des réactions sur ce qui a été dit ici par notre conférencier, nous sommes plein pied dedans. Vous avez la parole. Mais avant, pour l'instant, je pense que je vais reprendre la question que j'ai reçue en inbox d'un intervenant. Il revient, mon commandant, sur ce que vous aviez en fait évoqué précédemment. Je disais, est-ce qu'à Ouagadougou, c'est vrai, dans les grandes villes, que ce soit Ouagadougou, Bobo, Dioulasso, on voit que les célibataires, on appelle communément, les locataires ne se connaissent pas forcément. Du coup, bon, le déménagement, un tel arrive 2 mois, un tel le bouge. Est-ce que comme ça aussi, est-ce que l'État aussi n'a pas peut-être un rôle dans cette situation que nous sommes en train de vivre? Et pose la question, est-ce que ce n'est pas le lieu, peut-être que les forces de défense et de sécurité contraignent effectivement les bailleurs là à avoir ne serait-ce que la CNB, un numéro de téléphone de différents locataires qui arrivent. Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas sûr, en tout cas, que ça puisse exister. Si le gars, il a ses cautions, s'il a ses sous, bon, d'accord, automatiquement, on déménage. C'est une question de sécurité. Il n'y a pas lieu qu'on bascule vers vraiment cette vérification-là, effectivement. Ok. Merci pour la question. Oui, c'est une question très intéressante. En fait, il y a 2 choses. D'abord, la première des choses, c'est que les bailleurs devraient être plus regardants pour que lorsque vous prenez quelqu'un dans votre maison, vous sachiez qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et comment elle paie son loyer. Et comment elle paie son loyer, et même quelle est la périodicité de présence dans la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un métier qui l'amène à être absent régulièrement, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vient, qui travaille que les nuits? C'est des choses que les bailleurs devraient savoir. Et c'est vrai que l'État devrait pouvoir pouvoir imposer cela aux bailleurs. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés rentrent dans des maisons sans forcément un contrat signé avec le bailleur. Il y a des gens qui ont des maisons, on ne sait pas qui sont les propriétaires de maisons, qui se cachent même, en fait, par rapport à cette activité-là. Bon, si l'État aussi c'est vrai, l'État devrait s'intégrer. L'État devrait travailler à nettoyer un peu ce secteur d'activité-là. Mais je pense que dans le contexte burkinabé, les gens se plaindraient encore pour dire que l'État est intrusif. L'État cherche à savoir qu'est-ce que les gens font chez eux, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une chose qui est claire. Quand vous payez une maison, vous êtes plusieurs dans la maison. Si chacun est conscient qu'il doit être en sécurité en connaissant les voisins, il faut faire en sorte que dans le voisinage, dans la maison, vous connaissez qui est là. Un nouveau arrivant, vous attendez ensemble, vous partez en groupe et vous allez le voir. Ah, monsieur, vous venez d'arriver, nous sommes dans les cours, dans les autres maisons, on veut faire pour votre connaissance. Il faut le faire. Parce que malheureusement, au Burkina Faso, on est passé à un stade où les gens estiment que chacun vit de son côté, au point qu'on a même dépassé souvent ce qui se passe en Occident. Donc, il faut aller dans la cour. Si le bailleur, on doit pouvoir imposer ça au bailleur, de façon à dire que le bailleur dit au bailleur que ce monsieur, on ne sait pas qui il est, il nous inquiète. Mais en même temps, on doit pouvoir se réunir, prendre la responsabilité et aller voir le nouveau arrivant pour demander à savoir qui il est, qu'est-ce qu'elle fait et ses contacts. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on peut faire en attendant pour pouvoir permettre à l'État aussi de donner du temps à l'État. Il y a beaucoup de priorités, justement, malheureusement, dans cette contexte de sécurité. Et donc, ça peut déjà, un temps soit peu, permettre aux gens de maîtriser leur environnement. Et il faut le faire. OK. Merci beaucoup. Il y a déjà... Lui, il doit être peut-être un promoteur immobilier. Et dit que, de toutes les façons, les promoteurs immobiliers le font déjà. Voilà, on va peut-être confirmer ça. On bien déjà, Monsieur Gourou est là, il pourra nous confirmer. Il y a Monsieur Maïga qui a levé la main, donc je suppose en fait qu'il veut échanger directement avec le commandant. Monsieur Maïga, si vous êtes prêt, aucun souci, vous activez votre micro, votre vidéo, caméra et puis vous échangez. Posez la question directement. Allez-y. Ok, merci beaucoup pour la parole. Voilà, moi, ma question concerne la collaboration entre FDS et puis la population. Et en ce qui concerne la collaboration, bon, je pense comment collaborer, parce que nous voyons que présentement, chez nous ici, quand ils collaborent,
le lendemain, on apprend que, bon, soit on t'a enlevé ou bien on t'a assassiné. Donc, comment collaborer, ou bien comment FDS vont se débrouiller pour assurer la sécurité de quelqu'un qui veut collaborer? D'accord. Donc, oui, directement, vous pouvez répondre. Ok. Merci pour la question. Oui, j'avoue que c'est effectivement un problème aujourd'hui parce que malheureusement, il y a eu des cas effectivement où il y a eu des personnes qui ont eu à collaborer et qui se sont fait prendre. Bon, il faut savoir aussi que les groupes armés utilisent cette façon de faire pour faire taire les gens. C'est une manière pour chasser tous ceux qui pourraient collaborer, souvent même qui ne collaborent pas. Il suffit qu'il y ait des suspicions de collaboration pour que on vous arrête ou bien on vous crée des problèmes. Je pense déjà, il y a deux aspects. D'abord, il faut se dire que je dois forcément collaborer, sinon je vais rester dans une situation, nous allons entretenir cette situation très longtemps. Et ça peut être préjudiciable à mes enfants. Ça, c'est déjà un préalable. Le deuxième élément, si je dois collaborer, je sais qu'il y a des risques éventuels. Et pour éviter de tomber sous les coups de ces risques, je dois pouvoir, à un moment donné, je dois prendre des dispositions, des mesures pour être le plus discret possible pour que ma collaboration ne puisse pas être portée au niveau des terroristes. Donc, ça fait que vous avez collaboré, vous avez les numéros verts, vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui de donner des messages aux forces de sécurité sans que forcément qu'elles vous prennent, sans que forcément qu'elles aient un message qui vous aide. Et donc, il faut pouvoir le faire dans la discrétion. En général, les gens qui ont été touchés par les terroristes, c'est soit parce que les forces de sécurité se sont retrouvés à fréquenter les endroits, à les fréquenter à domicile. Et ça, on a dit de corriger pour ne pas fréquenter les gens à leur domicile, ou ne pas aller les voir pour qu'on sache qu'ils ne collaborent avec nous. Et ça, c'était effectivement une erreur en temps. Ou bien il y a des gens qui se mettent à se confier à des gens. Et je pense que quand on collabore, on doit éviter de parler à qui que ce soit de ce qu'on a eu à faire pour la collaboration. Même à son épouse, même à son conjoint, même à ses enfants, il faut éviter d'en parler. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un, on ne sait pas à quel niveau ça peut être répété, et souvent, c'est ça qui crée les problèmes. Merci beaucoup. Je vois le président Guel qui a levé la main. Je suppose que le président Guel veut poser une question ou réagir. Président, vous avez la parole. Bonjour, je tiens à dire merci au commandant Yé pour son intervention et aussi profiter aussi dire que est-ce qu'il n'est pas aussi mieux que l'État ait aussi une sorte de fichier de tous les détenteurs de cours communes et leur imposer aussi ce qu'ils font avec les hôtels, faire une fiche, voilà, pour tous ceux qui logent dans leur cours. Et faire une obligation pour chaque détenteur de cours de dresser en fait une liste et donner aux forces de défense et de sécurité en fait. Merci. Merci beaucoup, président. Oui, commandant, vous voulez répondre directement. Oui, c'est une idée, effectivement. Mais le problème, c'est que dans la lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et il y a plusieurs acteurs qui doivent être dedans. La sécurité peut le demander, peut l'exiger. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un secteur qui n'est pas encore totalement organisé, en fait. Donc, qui n'est pas organisé totalement, dit que nous aurons forcément des difficultés à avoir ces fiches-là. Il y a combien de personnes qui s'occupent de maisons sans connaître le propriétaire même de la maison? Il y a combien qui payent des loyers à des gens sans connaître qui est le propriétaire de la maison? Et il y a des gens même que ça arrange. Donc, il y a des gens que ça arrange d'avoir des maisons, de payer des maisons sans connaître le propriétaire des maisons. Donc, je pense que la difficulté, il y a un changement de comportement d'abord à avoir à tous les niveaux. Que tout le monde prenne conscience qu'il y a tel élément que je dois prendre en compte. Je vais dans une maison quand je suis convaincu que tout un certain nombre de choses sont prises en compte. Si c'est pas le cas, je ne vais pas dans une maison. Mais est-ce qu'on est dans ce cas au Burkina? D'accord. Est-ce que même au Burkina, il y a des gens qui rentrent dans des véhicules
pas aux normes, qui n'ont pas, on rentre dedans. Ça veut dire qu'il y a un changement de comportement que tout le monde doit avoir au Burkina Faso d'abord. Et donc, dans le cadre du secteur de l'immobilier, bon, si chacun décide d'aller dans une maison où le bailleur a tous les papiers, signe un contrat en bonne et due forme, donne son numéro, ses pièces d'identité, etc., comme un bail normal doit se faire, bon, je pense que ça règle le problème. Et si l'État ne peut pas tout régler, même si effectivement il y a un travail à faire dans le fond, et donc c'est un travail à faire dans l'organisation de ce secteur, et ça pourra effectivement nous régler ce problème en moyen terme. Mais c'est pas le travail immédiat des forces de sécurité d'aller exiger ça quand on sait ce qui se passe. Merci beaucoup, mon commandant. Il y a déjà des volontaires, mais je vais lire d'abord un commentaire. Lui, il est venu avant. Monsieur Yero, toujours, je pense que la question est relative à la préoccupation de monsieur Maïga, mais sous un autre angle. En fait, lui dit, il revient que les forces de défense et de sécurité, les populations surtout, les populations sont ciblées, ont plus peur des groupes armés terroristes que les forces de défense et de sécurité. Donc pour lui, il se demande est-ce que ce n'est pas réellement les FDS qui en abusent, et si c'est réellement le cas, sachant qu'ils révoltent davantage les populations et les rapprochent beaucoup plus des groupes armés terroristes. Bon, ici aussi, il pose effectivement le débat de la responsabilité des forces de défense et de sécurité. Est-ce que parfois, commandant, à travers votre expérience, est-ce que parfois aussi, oui, je suis d'accord avec le commentaire. Il y a effectivement des zones où nous estimons que et on a alerté nos éléments justement par rapport à ça. Il y a des zones où les forces de sécurité se comportent très mal, si bien que les populations préfèrent effectivement se mettre sous la coupe des terroristes parce que sous elles, personne ne peut les attaquer effectivement. Elles ne risquent pas d'être raquettées par exemple, et en même temps, elles ne risquent pas aussi de subir une attaque de ces terroristes-là. Donc, il y a même un chantage qui est fait aujourd'hui par certains groupes armés quand ils arrivent dans cette position. Vous voyez, nous, on vous protège, on vous permet de faire ce que vous voulez, on vous raquette pas en plus, alors que les gendarmes ou les policiers vous raquetteraient. Donc, il y a un travail, effectivement, il y a une situation qui est là, et tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser les gens pour que, effectivement, en notre sein, on ne puisse pas créer davantage de problèmes, de tensions, accroître le fossé entre nous et les populations. Il y a des zones, c'est clair que les terroristes ont réussi à séduire davantage de populations que les forces de sécurité. Et ça, c'est un travail à notre niveau, et je suis d'accord avec ça. C'est une réalité dont on est conscient. Merci beaucoup. Avant de donner la parole aux participants en ligne, M. Germain Moussa disait que sur la question des CNB, effectivement, au niveau des locataires, à leur niveau, déjà, ça se fait. Cherche à savoir si ce que fait le locataire, on prend sa CNB, il y a une vérification en tout cas qui est fait. Donc, en tout cas, félicitations à vous. Ce sont des initiatives privées comme ça, mais peut-être on va espérer que ça fasse tache d'huile, que ça soit vraiment une décision un peu gouvernementale, on va dire comme ça. Deux personnes lèvent la main. On prend Monsieur Traoré Bourema qui nous appelle. Monsieur Bourema, si vous nous entendez, désactivez le... Ouais, allez-y. Vous avez la parole. Ok. Bonjour à tous et félicitations au commandant hier pour la communication. Alors, ma question est la suivante. Il arrive des fois que, malgré nos tentatives de cacher la collaboration avec les FDS, on se rend compte à un moment donné qu'il y a des tiers qui sont au courant qu'on collabore. Quelle est la garantie que la sécurité peut nous donner pour préserver notre vie en ce moment, quoi? Voilà, c'est ma question. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, merci pour la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment nous, on n'a pas de possibilité de protéger quelqu'un parce qu'il aurait contribué à ça, il aurait collaboré. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de ne pas, quand vous collaborez, c'est de rester discret sur votre collaboration. C'est de trouver un mécanisme. Par exemple, si vous voulez collaborer dans certaines villes, vous n'allez pas vous déplacer, vous rendre dans le commissariat de police ou bien à la brigade de gendarmerie. Vous allez trouver une formule pour avoir un numéro de téléphone, pour parler directement à un gendarme ou à un policier et lui dire ce que vous savez. À notre niveau aussi, il est dit aux forces de sécurité, lorsqu'elles patrouillent,
de ne plus se rendre chez certaines personnes avec qui elle pourrait collaborer ou qui collaborent avec elle, en fait. Parce que ça expose ça expose ces personnes. C'est ce qui est fait et donc il n'y a pas à ce stade-là, on n'a pas la possibilité de protéger quelqu'un plus qu'une autre par rapport à ça. Mais on dit aux gens les forces de sécurité sont conscientes que quelqu'un qui collaborait ne doit pas être cité dans une source. Si dans un PV, par exemple, quand une source, on dit une source digne de foi, etc., son nom ne apparaîtra nulle part, en fait. Et des agents sont sensibilisés régulièrement pour protéger donc ceux qui collaborent. Mais il n'y a vraiment pas de garantie. Je m'excuse pour le moment. On n'a pas une possibilité de protéger, par exemple, quelqu'un, comme il y a certains programmes dans certains pays où on fait protection des témoins, etc. Pour le moment, dans le Burkina, ça n'existe pas. Merci beaucoup. J'espère que, M. Traoré, vous êtes satisfait? Oui, très satisfait. Merci. Monsieur Roch Parfait, Zono, vous avez la parole très rapidement avant qu'on continue à cette question, commentaire. Monsieur Roch Parfait, Zono, si vous m'entendez, désactiver le micro avant de parler. Ok, merci, monsieur le commandant. Moi, ma question, c'est par rapport, la collaboration entre FDS et population. Maintenant, les zones où l'armée a quitté, parce que, il y a ces zones où l'armée a quitté, la police est partie, la gendarmerie est partie, il y avait peut-être même des détachements qui sont partis. Comment est-ce que la population pourrait vraiment se débrouiller pour collaborer? Bien vrai, même s'il y a des numéros verts, mais est-ce que, leur absence, comment est-ce que vraiment la population pourrait vraiment pourrait débrouiller pour collaborer, quoi? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, je comprends. Oui, il y a un numéro vert. J'ai vu qu'il y avait un commandant qui a un numéro vert qui ne fonctionnait pas, je ne décroche pas. Oui, il y a un problème souvent, c'est dur, un problème de réseau. Un problème de réseau, c'est un problème aussi de connexion. Vous savez que les numéros verts donnent sur des lignes fixes. Et vous savez que le réseau des lignes fixes aujourd'hui est un peu difficile. Moi, ce que je suggère, c'est quoi? C'est que chacun dans son téléphone ait le numéro d'un agent de sécurité, un numéro de policier, un numéro d'un gendarme. Et donc, dans vos entourages, vous en avez forcément. Vous avez quelqu'un avec qui vous avez forcément un policier, un gendarme dans la famille. Ou bien un ami, gendarme, policier. Donc, ayez ces contacts-là. Et lorsque vous avez des informations qui peuvent intéresser les forces de sécurité, ou bien qui peuvent même contribuer à assurer votre sécurité, appelez ces gens-là et donnez-leur l'information pour qu'elles remontent. Elles sauront en principe à qui remonter l'information. C'est aussi vous expliquez quels sont les enjeux, vous expliquez ce qu'il y a. En principe, si c'est vraiment suspect, s'il y a vraiment un problème de sécurité qui est posé là, les personnes feront contacter qui de droit. Donc, ce que je suggère à tout le monde. En plus de ça, vous avez la possibilité, bien sûr, de trouver via quelqu'un qui serait en ville, donc dans une position où il y a les forces de sécurité, de lui envoyer des informations. Vous avez aujourd'hui la technologie WhatsApp, mais beaucoup de choses. Faire des photos, faire des vidéos et faire un certain nombre de commentaires et les transférer justement à quelqu'un qui serait à côté des forces de sécurité, qui pourrait aller vers les forces de sécurité et lui donner l'information. Imaginez par exemple qu'aujourd'hui, par exemple, dans certaines positions où il n'y a pas l'armée, parce qu'il y a un contrat social sécurité sécurité population, je vois quelque chose, je filme mon téléphone, je prends les photos avec mon téléphone, les terroristes se déplacent dans telle position et j'envoie à quelqu'un à Ouagadougou dans la ville la plus proche qui va monter aux forces de sécurité. Attention, les gars sont arrivés vers là, ils sont dans telle position. C'est des choses qui peuvent se faire facilement. Il faut juste y penser et se dire que je dois le faire pour moi, ma sécurité. Et puis c'est vrai qu'on peut avoir peur que ça puisse retomber sur nous, mais je pense que le transfert de numéro avec le téléphone, des informations à quelqu'un, votre nom n'est pas forcément affiché sur la photo, et pour remonter à vous, ça va être vraiment compliqué. Les terroristes font croire quelque chose aux populations, qu'elles ont la possibilité de surveiller les réseaux, etc., etc. Ce n'est pas vrai, c'est une façon d'intimider les gens. À ce stade-là, elles n'ont pas cette possibilité-là. C'est jamais les gens qui se font avoir, ou bien des gens, malheureusement, des complices, qui, à un moment donné, dénoncent les gens. D'accord. Merci, mon commandant. Il y a M. Salif Zongo qui demande la parole en commentaire. M. Zongo, si vous avez pu résoudre le problème du son, allez-y.
Monsieur Salif Zongo. Monsieur Salif Zongo, d'accord. En entendant Monsieur Armand Kida, si vous m'entendez, désactivez le micro. Le commandant est à votre écoute. Ok, bonjour mon commandant. Bonjour. Voilà, en fait, j'ai suivi vraiment avec grand intérêt votre communication, c'est très impressionnant. En fait, moi, je voudrais intervenir sur une question actuellement dans certaines localités où des populations sont prises dans un dilemme. C'est-à-dire, les terroristes sont passés plusieurs fois dans la localité, par exemple, et ils ont dit aux populations qu'ils ne veulent pas vraiment leur faire du mal, ils ne vont pas leur faire du mal, mais ce qu'ils détestent, c'est de les voir, par exemple, collaborer avec le FDS, appeler les forces de sécurité, leur dire que non, les terroristes sont ici. Donc, s'il n'y a pas cette collaboration seulement, ils ne feront pas du mal aux populations. Et dans le même temps, quand les FDS vont venir aussi, si ces personnes refusent de dire à ces FDS-là qu'il y a des terroristes qui sont passés aussi, ils seront considérés comme des complices de ces terroristes-là. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui est fait concrètement? Parce que dans les deux cas, forcément, il y aura mort. Si vous collaborez avec les FDS, les terroristes vont vous tuer. Si vous collaborez avec les terroristes, les FDS aussi vont vous tuer. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Non, je vous rassure, les FDS ne vont pas vous tuer parce que vous n'allez pas collaborer avec eux. Sinon, il y a beaucoup de gens qui seraient morts actuellement. Non, je pense que nous sommes conscients d'une chose. Il y a des zones où on ne peut pas demander aux gens de collaborer avec nous. Nous en sommes conscients. Mais une chose est de ne pas collaborer, mais une autre chose est de carrément être complice des terroristes. Quelqu'un qui est dans une zone qui est menacée par les terroristes, on peut comprendre qu'elle ne collabore pas. Et c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Mais que cette personne en vienne à déposer un IED ou bien à donner des renseignements aux terroristes, il y a deux choses différentes et ça mène, c'est carrément de la complicité de terrorisme. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de zones où les populations ne collaborent pas avec nous. Et nous, au fond, nous sommes conscients. Même si on leur demande, on est conscient. On ne peut pas leur faire quelque chose, on ne peut pas les arrêter pour ça, on ne peut pas les neutraliser pour ça. C'est comme, par exemple, quelqu'un vient à commettre des actes, poser des actes pour les terroristes, qu'il est devenu complice. C'est différent. Donc, je vous rassure, on n'est pas dans une situation, si vous ne collaborez pas avec nous, il n'y a pas un risque majeur, il n'y a pas un risque que vous soyez touché par nous. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, M. Kida. Mon commandant, on reçoit aussi des messages parce que malheureusement, on n'a pas pu être retransmis en direct. Donc, on reçoit des messages via notre WhatsApp. Donc, il y a un message qui arrive. Un participant, je pense qu'il a voulu se connecter malheureusement. Malheureusement, il n'a pas pu, de problème de connexion. Je pense qu'il est au Sahel. Il demande sa question relative à la collaboration des web activistes. Donc, il revient sur ça. Il dit en fait que c'est vrai qu'il y a cette collaboration, mais il demande est-ce que c'est une collaboration qui est une collaboration officielle signée entre les forces de défense et de sécurité et les web activistes, certains web activistes qui, en tout cas à l'instant T ou à 2 minutes, 3 minutes des attaques, sont informés effectivement de ces attaques. Est-ce que ces web activistes, comment ces personnes peut-être arrivent à avoir ces informations à l'instant T, surtout que, en tout cas selon toujours ces propos, certains ne se trouvent même pas au Burkina Faso. Est-ce que au niveau des forces armées, au niveau des FDS, vous tenez compte de ces informations? Est-ce qu'il y a une enquête qui se fait sur ces personnes-là? Comment ils arrivent à avoir ces informations? Parce que là aussi, ça semble que ça nuit un peu sur cette collaboration parce que, bon, si ceux qui sont peut-être même dans la zone n'arrivent pas à avoir ces informations, alors que des personnes qui ne sont pas peut-être au Burkina Faso ou même qui ne sont même pas sur le continent, mais qui arrivent à avoir des informations à l'instant T, est-ce qu'il n'y a pas lieu que vous fouillez aussi peut-être de ce côté? Ou bien est-ce qu'il y a une convention officielle qui existe entre vous, ces web activistes, certains? Non, il n'y a aucune convention qui nous lie avec les web activistes. Ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, il y a des individus, des gens parmi dans nos rangs, des militaires, des gendarmes, des policiers qui collaborent avec ces web activistes.
Mais il y a aussi les hommes politiques, etc., qui transmettent des informations. Il y a aussi des populations qui, régulièrement, quand ils ont des informations, les partagent avec ces web activistes. Voilà ce qui se passe. Sinon, il n'y a pas une collaboration directe entre nous et les web activistes. Ça n'existe pas. D'accord. Monsieur Germa, est-ce que vous souhaitez prendre la parole directement ou bien vous voulez poser la question SMS? Je ne sais pas si vous voulez directement poser la question au commandant. D'accord. Donc, je remonte encore. Je verrai s'il y a d'autres questions. Bon, je pense que cette question n'est pas trop en lien avec notre thème d'aujourd'hui. Ma question est la suivante. Que faire face à l'insécurité sur la route nationale numéro 1, Ouagabougou? C'est une question, effectivement, qui est très à la sécurité. Mais la question, il demande qu'est-ce qui est fait pour ramener la sécurité sur l'axe RN1. Okay. Donc, il y a des actions en cours, il y a eu même des opérations sur les zones autour de la RN1. Et moi qui suis à Koulou, je sais qu'il y a beaucoup de patrouilles que j'organise sur la RN1, c'est-à-dire entre Kokologo et Baporo qui se trouvaient dans le centre-ouest. Donc, il y a des patrouilles qu'on fait qui permettent un temps soit peu de sécuriser la zone. C'est vrai que c'est une menace, une inquiétude majeure qui est actuellement, mais il y a des actions actuellement qui sont faites qui permettent quand même de préserver la sécurité instantanée. Maintenant, bon, ça n'exclut pas qu'il puisse arriver quelque chose, une action d'envergure de terroristes, sur la fois, dans tous les cas, nous allons pouvoir empêcher les choses sur le terrain. D'accord. On reçoit encore un message sur WhatsApp. Lui, il revient sur le comportement, effectivement. C'est vrai qu'on a déjà abordé le comportement de nos forces de défense et de sécurité. Il dit, par exemple, parfois on voit des policiers, certains gendarmes sur WhatsApp qui sont peut-être assis dans des boîtes de nuit, dans des maquis, où il y a la DOPL à côté. Est-ce que, avec ces images-là, est-ce qu'on n'envoie pas effectivement un mauvais message? Est-ce qu'avec ça, on peut espérer effectivement une collaboration vis-à-vis de ces ports? Peut-être que ça n'a rien à voir, mais c'est sa question. Et que même parfois, c'est avec en tout cas des zones où vraiment qui ne sont pas fréquentables par des forces de sécurité, surtout dans cette période où on a besoin effectivement de beaucoup de concentration. Est-ce que tous ces aspects ne rendent pas effectivement en ligne de compte qui peut nuire effectivement à cette collaboration? Parce que là, il faut d'abord une confiance pour qu'il y ait vraiment une certaine collaboration entre forces de défense et de population. Je ne comprends pas la question. On estime que les forces de sécurité ne doivent plus avoir de détente ou bien c'est quoi? Non, le fait de relayer sur les réseaux. De relayer quoi sur les réseaux? Relayer peut-être ces images. Ah, les images? Oui, ces images, oui. Non, en fait, les images, nous, à notre niveau, on combat ceux qui relaient les images. C'est fait. Maintenant, bon, il y a des difficultés objectives qui font qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont effectivement des images qui diffusent les images sur le net. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir un policier, un gendarme diffuser des images sur le terrain. C'est bien les images sur le terrain, je parle. Je n'ai pas compris l'histoire de boîte de nuit. Non, en fait, ce n'est pas les images sur le terrain. Des images, par exemple, dans une boîte de nuit. On va le dire clairement, peut-être. Peut-être un policier ou un gendarme qui est dans une boîte de nuit, qui est peut-être avec un jean blessé, et peut-être si c'est mon voisin et c'est avec lui, peut-être je dois collaborer. Est-ce qu'il y a déjà cette confiance-là? Est-ce qu'on ne demande pas aussi? La question, c'est que les hommes sont devenus des robots, ils ne doivent pas avoir une distraction. Alors, la charge du travail actuellement fait que si vous ne permettez pas aux gens de se distraire ou bien d'évacuer un peu, vous allez avoir des bombes humaines. Donc, ça pose pas de... En principe, on ne doit pas pouvoir poser... les Burkinabés sont... Bon, je pense que les gens sont un peu difficiles au Burkina Faso. Quel est le rapport? La personne fait son travail. Elle revient en ville, elle veut se détendre. Où est le problème? Ailleurs, quand quelqu'un va en guerre, on fait en sorte de trouver un cadre qui permet à la personne de s'évader, de s'amuser à un moment donné. C'est normal, en fait. Si vous ne permettez pas ça, vous allez avoir de plus en plus des crimes de des situations de des troubles post-traumatiques. Donc, il faut faire attention. Je pense que ça ne pose pas de problème qu'après le travail en permission, on puisse s'égayer. Ça ne pose pas de problème.
Autre question, il y a Monsieur Congo. Monsieur Congo pose sa question en message. Il dit, je pense que le problème ici, c'est le manque de confiance entre le FDS et les populations. Les FDS doivent travailler à dénicher les FDS fautifs et corrompus, parce qu'il y en a. Et il faut qu'on se le dise pour que les choses changent. Félicitations aux FDS loyalistes et intègres pour le travail colossal qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Voilà, si vous avez une réaction avant qu'on continue. Il demande plus de collaboration, mais il demande aussi que les brebis galeux aussi soient punis effectivement au fait de leur tête. Je n'ai pas bien entendu. C'est une question? Oui, il demande qu'il faut aussi que le problème, il dit que le manque de collaboration, le manque de confiance dont on abordait entre population et FDS est dû aussi au fait qu'il y a certains forces de défense et de sécurité qui sont soit peut-être corrompus ou qui sont accusés d'une manière ou d'une autre d'actes qui ne sont pas en tout cas compréhensibles effectivement au sein de la société, acceptables. Donc, il faut peut-être un changement. Il demande qu'il faut un changement, effectivement, à ce niveau-là, et que si on prend quelqu'un qui a fauté, que la personne soit punie. Tout à fait. On est tout à fait d'accord avec vous, et je sais qu'il n'y a pas longtemps, à la gendarmerie, on estime que c'est tolérance zéro par rapport à des abus, à des écarts de comportement de nos éléments sur le terrain. Donc, quand un élément faute, il est sanctionné. Il est sanctionné d'abord sur le plan disciplinaire, mais si sa faute amène à un problème une sanction judiciaire, la procédure judiciaire aussi est enclenchée sans qu'on puisse le protéger, sans qu'on cherche à le protéger même. Parce qu'on est conscient que les écarts de comportement plombent la collaboration et plombent même la confiance entre nous et les populations. Donc, on travaille effectivement à régler cette situation. D'accord. Merci beaucoup, commandant. Je ne sais pas si M. Salif Zongo peut nous... Ah oui, je vois, bon, en entendant qu'il a... M. Salif Zongo, vous arrivez à nous entendre maintenant? Non. Donc, M. Seydou Sabadogo a levé la main. M. Seydou Sabadogo, vous avez la parole. Voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Ok, voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, avant tout propos, j'aimerais en tout cas remercier le commandant pour sa communication de tout à l'heure. Vraiment les remercier pour tous les efforts qu'ils font pour que nous retrouvions en tout cas la sécurité. Et j'aimerais remercier aussi Edu Communique Afrique pour nous avoir donné l'occasion en tout cas d'échanger sur la question. Voilà. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur la collaboration entre FDS et puis les populations civiles. Voilà, donc pour moi, il y a certains comportements en tout cas, qui minent cette collaboration. Donc, quand on prend l'exemple par exemple, des contrôles routiers, bon, pas des contrôles routiers, mais les contrôles au niveau des points d'entrée des villes. Vous voyez, les populations civiles souffrent. Vraiment, ceux qui viennent des campagnes, la plupart de ceux qui viennent des campagnes, ils souffrent au niveau de ces points de contrôle-là. Quand ils arrivent là-bas, parfois même tu peux te retrouver avec tous tes papiers au complet, mais quelque chose va se passer. Tu vas laisser quelque chose là-bas et puis partir. Donc, on a l'habitude d'entendre même des gens, c'est pas intéressant. Vraiment, combien de fois on n'a pas entendu des gens qui sont arrivés à passer à travers ces contrôles-là en laissant quelque chose là-bas, venir proférer, dire des choses qu'en temps normal, ils ne devraient pas dire. Par exemple, il y a des gens qui avancent comme quoi ces gens-là même, ils méritent ce qui les arrive parfois quand on arrive à attaquer des points de contrôle. Vous voyez ce que ça peut causer au sein des populations. Donc, outre ça, vous avez dit que la situation qui nous est imposée, en fait, ça peut être une surprise pour nous. Vous avez dit qu'on est passé de 0 crime à des tueries de masse, commandant. Ça peut être une surprise pour nous, mais ce n'est pas une surprise pour ceux qui nous attaquent. Ils se sont préparés avant de venir. Donc, ce qui nous met dans une position parfois défensive. Monsieur Sabadogo? Donc, on ne fait que réagir parfois à l'anticipation. En faisant, par exemple, allô? Oui, allez-y, continuez. Oui, voilà, donc, par exemple,
avant d'embarquer dans un car. Pourquoi ne pas imposer aux compagnies de transport de vérifier, procéder à la vérification de toutes les CNV avant que les passagers montent dans les cars? Combien de fois nous sommes arrivés dans des points de contrôle, des checkpoints, des gens qui sont descendus du car parce qu'ils n'avaient pas de CNV, et à l'embarquement, on les retrouve les mêmes personnes encore dans le car. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont dans le car alors qu'ils n'ont pas de CNV? Certainement, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces personnes remontent dans le car avec nous et ils continuent. À un autre point de contrôle encore, ils vont descendre et quand on sera prêt à partir, ils vont revenir encore monter. Qui sont ces personnes-là? Voilà, moi je pense qu'il est temps d'informatiser, de faire informatiser les systèmes au niveau des compagnies de transport pour que chaque personne qui arrive à monter dans un car, déjà qu'on connaisse ses références. Tu as quitté où? Où est-ce que tu vas? Si on arrive à suivre les gens comme ça au fur et à mesure, je pense qu'on arrivera à un certain moment au moins à avoir des informations sur même la moitié de la population, parce que beaucoup de gens voyagent aujourd'hui. Voilà. Aussi, pour terminer, ça peut-être que cette question n'a pas beaucoup de lien avec le thème du jour, oui, mais ça concerne les papiers, les documents d'identité. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans un contrôle de choses, de groupes armés. Quand ils se rendent compte que vous êtes un agent de l'État ou que vous êtes un agent de sécurité, vous avez des problèmes. Voilà, la question a été posée, je pense, à un certain moment de savoir s'il était possible pour ceux qui ont de ces informations sensibles-là sur les CNV, est-ce qu'il est possible pour ces gens-là de changer la profession sur ces CNV? Comment, où en est-on avec cette question, par exemple? Merci. Merci beaucoup. Commandant, si vous avez des réactions concernant il y a beaucoup plus d'apports que de questions. Il a parlé de... Je suis un peu perdu, il y a beaucoup de choses. Attends, je vais dire. Par rapport au bus, les contrôles, oui. C'est que toutes les compagnies de transport puissent faire une sorte de, comment on appelle ça, fasse un manifeste précis de tout ce qui rentre dans le car avant que le car ne démarre. Et à ce moment, et même si on doit trouver une formule pour que quelqu'un rentre dans le car, qu'on puisse faire en sorte que ça soit mentionné sur une liste que les forces de sécurité ont de façon, une liste assez détaillée, mais ferme. Si on arrive à faire cela, comme il y a des compagnies en fait qui ne sont pas contrôlées parce qu'elles arrivent à fournir cette liste-là. Donc, si tous les cas le faisaient, ça permettrait peut-être de limiter les contrôles au niveau des sorties et des entrées des bon, je suis parmi ceux qui pensent que ces contrôles ne sont pas forcément efficaces. Ils sont faits pour dissuader éventuellement des gens qui seraient tentés d'emmener, de rentrer dans les cars de transport, sachant que des fois, dans certaines positions, on arrive à arrêter des gens qui sont poursuivis, qui sont recherchés en fait. Parce qu'on a les bases de données qu'on recherche, on prend, on croise le nom, on fait la recherche et puis on la garde parce qu'elle est recherchée, elle est fichée. Les autres qui rentrent dans le cas très souvent, c'est parce que on n'a pas la capacité de les garder en fait. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas de CNB, vous la gardez jusqu'à quel niveau? Comment vous faites? Vous la faites repartir dans d'où elle vient. Nous, on n'a pas la possibilité de le faire. Donc souvent, il y a des choses qui sont faites comme ça. Mais il faut vous dire qu'en général, les contrôles là sont faits pour appréhender des gens qui sont suspects, des gens qu'on recherche. Et ça dissuade, quand on dit ça dissuade des gens, il y a des gens qu'on a eu à prendre dans ces cas. Maintenant, bon, c'est vrai que ces contrôles-là, dans la majorité des cas, ils sont assez intrusifs, ils sont assez, ils jouent sur la commodité, le confort des passagers, et nous, ça nous pose un problème. Parce que c'est souvent difficile de contrôler tout le monde, etc. C'est même fatigant pour nos effectifs. Donc, mais et ça permet de prendre des gens. Oui. Il y a aussi un autre volet de sa question concernant le changement d'identité. Est-ce que vous avez quelques réponses à ce niveau? Changement d'identité sur la CNB, pour une question de sécurité, par exemple, un gendarme peut mettre je suis commerçant ou je suis cultivateur. Je sais pas. En général, non, parce que ça nous pose un problème. Notamment, nous, les gendarmes, actuellement, c'est difficile parce que actuellement, dans certaines pièces, dans certaines zones, on cherche des forces de sécurité pour les arrêter et même pour souvent les tuer. Donc, on voudrait même
changer d'identité, mais c'est difficile en fait sur les pièces d'identité. Et c'est valable pour tout le monde en réalité. C'est forcément faire valoir une profession qui soit mentionnée. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sawadogo. Monsieur Faisal Sirima, lève la main. Si vous m'entendez, désactivez le micro et puis vous parlez. Allô. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le commandant. Encore merci beaucoup pour la pertinence de votre communication et également Monsieur Zonou pour sa modération. Alors, ce que j'ai en premier lieu, ce serait plus un apport. Alors, Monsieur le commandant, je me dis que au regard de la situation qui prévaut dans certaines zones, je loue l'initiative de la police de proximité dans les grandes villes comme Bobo et Ouaga. Est-ce que cette initiative ne serait pas encouragée dans les zones un peu éloignées? Je fais cas, par exemple, de ces zones comme derrière Koudougou ou même Koudougou, je ne sais pas s'il y en a une police de proximité qui sillonne la zone. Et dans la boucle du Moum, en général, où cette population en pâtit beaucoup. Il y a également un autre aspect de ma vision des choses que je voudrais évoquer également, toujours en apport, serait de vraiment faciliter l'accès à l'information dans certaines zones. Parce que dans les zones éloignées, le plus souvent, les gens n'ont pas l'information. Quand je prends la zone de Dédougou, par exemple, parfois même pour joindre un proche dans la zone, c'est tout un problème. N'en parlons pas, approcher une tierce personne pour lui faire cas de quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un travail de fond à ce niveau-là? Donc, à mon avis, je pense qu'on pourrait aider ces populations-là à avoir l'information en premier lieu et permettre à ces derniers de relayer l'information. Voilà. Maintenant, pour finir, j'ai une petite question que j'aimerais poser au commandant. Alors, monsieur Yé, est-ce que pour vous, on passe d'une période de 0 cas de décès, d'attaque, je veux dire, à une recrudescence des attaques? Alors, serait une surprise pour vous quand on sait bien qu'il y a des zones où on a eu des pays voisins qui ont été frappés par cette histoire de terrorisme-là, et que ce soit le tour du Burkina aujourd'hui. Ne pensez-vous pas qu'il y avait un travail au préalable qui devait être abattu quand on sait que dans le pays voisin, il y avait ces cas-là? En tout cas, merci bien à vous, monsieur le commandant, et merci encore à Educo Communication pour le bien que vous nous offrez de pouvoir échanger. Merci. Merci. C'est Educo Communique Afrique. Merci beaucoup. Educo Communique, merci. Voilà. Merci beaucoup pour la question, le commentaire aussi. La prise de proximité, en fait, la prise de proximité, c'est juste une façon de travailler qu'on intègre dans nos procédures, en fait. C'est-à-dire que les gendarmes, les policiers vont vers les populations et les faire prendre conscience, en fait, de leur action par rapport à la sécurité. Justement, si on avait réussi à inculquer, donc, à permettre à la police de rayonner même sur le territoire national, on aurait pu effectivement empêcher que, dans certains endroits, il y ait l'implantation des groupes armés. Et ça fait partie aussi des réponses, ça peut aussi répondre à votre question, où vous estimez ce qu'on n'a pas vu venir, ce qu'on n'a pas préparé les choses. La prise de proximité a été lancée bien avant le terrorisme de Burkina Faso. Mais au regard des moyens, on n'a pas réussi à faire prendre conscience d'un nombre de choses aux populations. Vous voyez, lorsque la prise de proximité a été lancée au début, il fallait qu'on a mis les comités locaux de sécurité où les gens attendaient de l'argent en fait pour collaborer. Alors que non, la collaboration doit venir de soi. Je collabore parce que je veux assurer ma sécurité, je veux contribuer à ma sécurité. C'est ça aussi le problème. Maintenant, on a vu venir, il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes. Vous avez dit Madame Diko qui a été le premier à lancer donc, le mouvement Ansarul Islam avec Diko. Lors ces prêches, la gendarmerie a eu à faire des fiches concernant les prêches de Madame Diko. Ça n'a pas été suivi des faits, c'est tout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a prévenu les gens par rapport à des axes. Il y a des zones même à l'Est, on a démantelé des bases très tôt, des bases d'entraînement. On a dit attention, attention. Mais il n'y a pas eu un effort qui a été fait par là. À ce moment, on devait déjà commencer à recruter, hausser le recrutement. Nous, du coup, on a déjà à doter les forces de sécurité de moyens permettant de pouvoir laisser tout présent, etc., de multiplier les patrouilles. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Si je vous dis que, par exemple, ces 10 dernières années, la capacité, les moyens de patrouille ont diminué
ont même diminué par rapport aux années 2000, d'avant 2014. On a même difficile actuellement. Donc, non seulement il y avait des alertes, mais en plus des moyens pour travailler. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, commandant. Monsieur Sirima, je pense que c'est bon. Vous êtes satisfait de la Oui, réponse? je suis satisfait. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Koné, on vous revient incessamment, mais j'ai une question avant de passer la parole à Monsieur Koné. Il y a Monsieur Djerma Moussa, je vous rappelle, qui est un agent de santé. Il pose la question de savoir, concernant les agents de son corps qui reçoivent des blessés par balle, que faire pour ne pas être agressé ou enlevé? Donc, à d'autres thèmes, peut-être il parle ici de la sécurité des agents de santé. Pas seulement Ouagadougou, mais beaucoup plus ceux qui sont dans les autres provinces un peu reculées. Dès que ces personnes reçoivent des blessés comme ça par balle, bon, c'est vrai que il y a le, comment ils appellent, le code d'Hippocrate, qui est là effectivement de secourir effectivement le blessé, secourir la personne, le patient qui arrive. Mais est-ce que à ce stade, lorsque ces personnes-là peut-être veulent enlever la casquette effectivement d'agent de sécurité, mais porter maintenant la casquette de citoyen, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de gérer ça et pour être aussi en sécurité, parce que nous sommes aussi dans notre zone? Qu'est-ce qui est fait peut-être à leur niveau? Non, quelles sont les astuces que nous donnons aux agents de sécurité? Le Hippocrate, c'est que vous allez soigner. Vous soignez, quelle que soit la personne qui vient vous voir. Mais ça n'empêche que vous soignez, mais vous puissiez alerter les forces de sécurité sur le fait qu'il y a quelqu'un qui est blessé par balle dans notre dispensaire ou dans notre centre de santé. Et ça, il faut le faire. Et ça se fait déjà dans beaucoup d'endroits. Hein. C'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, quand ça arrive, quand quelqu'un est blessé par balle, les gens, de façon discrète, on informe la sécurité, il y a quelqu'un qui est blessé par balle. On cherche à savoir qui il est. Donc, c'est ce qui peut être fait. Ce qui doit être fait. Ça marche. Merci beaucoup. Très rapidement, Monsieur Koné, si vous me recevez, c'est le dernier intervenant. Monsieur Koné, si vous me recevez, le commandant vous écoute. Merci. D'accord. Merci bien au commandant pour cette brillante communication déjà. Hein. Moi, j'ai des éléments sur lesquels je voulais aborder. La première est une question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait par le FDS sur le terrain, ça veut dire auprès même des populations qui sont meurtries par ces attaques-là, pour régler le problème de confiance qui existe entre les populations et les FDS. Parce qu'on remarque, il y a des associations, des OSC qui font un travail de sensibilisation, et ainsi de suite. Mais je trouve, est-ce que les FDS eux-mêmes associent la sensibilisation à leurs actions de terrain qu'ils mènent au quotidien? Là, je trouve que si ça s'est fait, ça pourrait être un élément aussi important pour établir cette confiance-là. Le deuxième élément, c'est par rapport au fait et au contrôle sur les axes d'entrée au niveau des différentes villes. Est-ce que j'ai vu le commandant dire que lui, à son avis, c'est un élément qui n'est pas forcément efficace. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi bien de faire ce contrôle-là directement au niveau des compagnies de transport? Ça veut dire qu'il y ait un ou deux FDS au niveau de chaque compagnie pour faire ce contrôle avant même que les cars puissent bouger, et inviter également les propriétaires de ces compagnies-là à éviter de prendre des gens en cours de route. Ça veut dire que donc, dès qu'on quitte la gare, il faut éviter carrément de prendre des gens en cours de route. Là, je trouve que ça pourrait résoudre aussi ces problèmes-là. Merci bien. Merci beaucoup, M. Koné. Allez-y, par rapport à la confiance, il y a des actions qui sont faites. Hein. Bon, je prends un exemple. Participer à ce webinaire, ça fait partie aussi de nos actions de communication pour pouvoir permettre justement d'expliquer les choses aux populations et aussi nous rapprocher davantage de vous, dire qu'on est à votre disposition, on est là pour vous. On devrait faire plus, on pourrait faire plus. Je suis d'accord avec vous. Et nous avons eu à faire des propositions en cela. Mais bon, il faut dire que quand même la communication, c'est un peu... On est un milieu, on est un secteur, notamment les FDS. Je sais de quoi je parle. J'ai fait, monsieur Zounou l'a dit, j'ai fait 10 ans à la communication de la un secteur où la communication a du mal. On a beaucoup de pesanteurs qui empêchent la communication d'exploser et donc de rayonner les normes comme elle devrait rayonner. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Mais bon, l'un dans l'autre, on est conscient qu'il y a des actions à faire sur le terrain
pour expliquer aux populations. Et nous, moi, j'invite chacun d'entre vous qui avait participé à ce webinaire, c'est de maintenant nous aider avec les populations à faire comprendre chacun autour de soi que la collaboration, ça va de soi. On doit forcément, il faut qu'on collabore. On le fait pour le beau yeux des FDS, on le fait pour nous-mêmes. Voilà. Pour ce qui vaut des questions par rapport aux compagnies de transport, oui, des gens ont été approchés à un moment donné. Mais nous, on n'aura pas la possibilité d'envoyer des effectifs dans toutes les gares de compagnies de transport pour faire ce travail. Ce n'est pas possible. La chose la plus simple, c'est de le faire pour tout le monde sur un seul axe, sur l'axe. C'est la chose la plus évidente, en fait. Donc, il faudrait que les compagnies de transport arrêtent de prendre les gens. Vous voyez la décision quand Elitis avait décidé, je le cite parce que c'était le premier au Burkina Faso, de ne pas s'arrêter sur Boromo. Les gens en ont fait, beaucoup de gens ont estimé que c'était un scandale de ne pas s'arrêter à Boromo, etc. C'était comme si c'était un truc pour les riches, etc. Mais non. En fait, aujourd'hui, on doit pouvoir arriver à ça. Quand vous vous arrêtez, on sait qui rentre. Et il y a une liste qui est actualisée. Et les compagnies doivent faire un effort en cela. Mais elles font beaucoup de chiffres en faisant rentrer les gens au cours du voyage. Donc, ça fait que il faudrait une certaine organisation aux compagnies sur tous les axes dans toutes les gares où ils s'arrêtent. Ils prennent des passagers ou ils descendent des passagers. Il faudrait et bon, faire à leur place. Voilà un peu. Mais je pense que dans l'avenir, on aura de plus en plus de compagnies qui feront ainsi, qui feront en sorte que chacun s'enregistrera avant de démarrer. Merci beaucoup. Monsieur Collet, c'est bon? Je vois quelqu'un qui a dit que oui, mais si on comment les gens peuvent voyager? Oui, donc c'est compliqué. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous sommes au thème effectivement de notre rendez-vous. On s'était fixé 11h30, il est 11h28. On a même démarré en retard, mais quand cela nous tienne, le commandant doit aller au front. Nous allons le laisser. Nous allons remercier en tout cas tout le monde, tout un chacun, les participants ici en ligne, de Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Je vois Tougan aussi, Tori, il y a certains. Désolé en tout cas pour les questions qui n'ont pas eu de réponse. Ce n'est que partie remise, on n'avait pas le choix. C'était 1h30 seulement qui était dédiée à cette activité. En tout cas, avant de donner peut-être la parole au commandant pour son dernier mot, c'est en grosso modo changer effectivement le paradigme. Il faut changer effectivement les mentalités à tous les niveaux. Il faut la collaboration, pas de peur. Pas de risque, il faut faire confiance effectivement à nos forces de défense et de sécurité. Chacun a sa part, chacun a son rôle à jouer effectivement dans ce combat, que ce soit des organisations de jeunesse, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit les leaders effectivement religieux, les leaders coutumiers, chacun en tout cas d'une manière ou d'une autre, là où vraiment la personne se trouve en fait a toujours quelque chose à porter, ne serait même si on n'a pas les armes, même si on n'a pas des idées, même si, au moins ne serait-ce qu'une certaine collaboration, comme le commandant l'a dit. L'Internet a facilité effectivement les choses. Je pense que c'est également le thème de notre webinaire ici. Comment nous, entre jeunes, on peut effectivement collaborer avec ces forces de défense et de sécurité à travers les réseaux sociaux qui sont actuellement à notre portée. Prenez des images, vous avez vu un cas suspect, on prend des images, on envoie. Le numéro vert est là, peut-être que le commandant peut revenir à la fin. Il peut donner le numéro vert pour que chacun l'enregistre effectivement dans son téléphone portable. Je pense, si je ne m'abuse, la gendarmerie doit avoir aussi un contact WhatsApp. De toute façon, ils sont sur Facebook, Messenger, vous pouvez aussi les écrire là-bas. Si vous avez des cas de dénonciation, cherchez en tout cas à connaître vos voisins. Si vous voyez une Range Rover blanche qui vient nouvellement s'arrêter, cherchez à savoir à qui ça appartient. C'est important, on ne sait jamais, comme il a dit. Le cas de l'Arlé est un cas vraiment, vraiment patent. Merci à tous. Commandant, je pense que on ne finira jamais de vous remercier. Merci en tout cas pour ce temps que vous avez consacré à ce webinaire-là. Chers participants, vous, je vous invite une autre fois. Le mois prochain, un autre numéro avec, comme vous le savez, en tout cas, un panéliste ou un conférencier toujours de taille. Merci à vous, commandant, et vous avez la parole. Après vous, on va moi, je voudrais juste remercier les organisateurs de ce webinaire pour l'initiative, parce qu'effectivement, ça permet de parler à un certain nombre de personnes et de transmettre les messages qui nous tiennent à cœur. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de m'associer à ce webinaire. Je suis désolé parce que la semaine passée, ça devait se faire la semaine passée, ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons
contraintes de temps. Aujourd'hui encore, je suis désolé si on n'a pas pu prendre tout le monde, mais je me tiens à votre disposition et on peut peut-être continuer à répondre aux questions, même si c'est par l'écrit. Les questions, vous pouvez les compiler, je vais répondre par la suite et après vous pouvez les reverser à ceux qui veulent des réponses à ces questions-là. Le numéro vert, c'est le 16 pour la gendarmerie et le 17 pour la police. Vous avez le 10-10 aussi, qui est le Centre national de veille d'alerte, et donc voici les numéros. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous suggère à chacun, et dites-le autour de vous, ayez dans votre téléphone le numéro de quelqu'un qui est soit un FDS, soit qui est proche de FDS, qui peut éventuellement à un moment donné porter une alerte vous concernant. L'alerte le plus rapidement possible, parce que malheureusement aujourd'hui les numéros verts sont surchargés. Et aidez-nous aussi à faire en sorte que les gens qui appellent les numéros verts le fassent parce qu'ils en ont vraiment besoin. Les gens souvent appellent juste pour surcharger les lignes et ça pose souvent un problème. Et sans compter le problème de connexion, sans compter le problème de l'architecture de la téléphonie fixe, ça peut poser un problème. Donc je vous invite vraiment à penser à avoir un contact que vous pouvez activer chaque fois que vous avez un problème de sécurité et ça pourra peut-être aider un temps soit peu à régler le problème. La page Facebook de la gendarmerie aussi est disponible. Vous pouvez écrire sur Messenger pour poser vos préoccupations. La page, un compte WhatsApp aussi en cours de création. Merci beaucoup. Merci, commandant. Merci à vous et à Merci beaucoup. Chers participants, nous on se donne rendez-vous dans un mois pour un autre numéro. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. Bye bye.